Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le Cameroun rend hommage à ses soldats tombés sous les balles de Boko Haram. Une cérémonie officielle a été organisée ce vendredi au quartier général de Yaoundé, la capitale. Réaction mitigée au Rwanda au lendemain du vote du Parlement en faveur d'une réforme constitutionnelle. Entre soulagement et déception, gros plan dans ce journal. Et puis réouverture du musée du textile égyptien. Une bouffée d'oxygène pour le secteur touristique qui représente 10% du PIB et fait vivre plus de 3 millions de personnes en Égypte. Mais tout d'abord, Paul Erekingé est un homme libre. L'ancien maire de la commune de Djombe-Pendia au Cameroun, détenu depuis 7 ans, a été remis en liberté. Au terme d'une longue procédure judiciaire, la Cour suprême du Cameroun a annulé ce jeudi les 2 affaires dans lesquelles il était poursuivi depuis 2008 et qui lui avaient valu une condamnation à perpétuité. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour l'ancien maire. Reste à présent à savoir s'il compte retrouver son fauteuil municipal. Au Cameroun, toujours hommage dans la pure tradition militaire à 6 soldats camerounais décédés sur le champ de bataille. Ils portent à 70 les pertes subies par l'armée camerounaise dans la lutte contre Boko Haram. Plus de détails dans ce reportage de Narcisse Ndombe, notre correspondant au Cameroun. Le Cameroun rend hommage à ses valeureux soldats morts au combat. Ce vendredi, la cour d'honneur de la brigade du quartier général à Yaoundé a servi de cadre aux adieux de la nation à 6 militaires victimes des attaques terroristes de Boko Haram. Privés du droit de poursuite sur le sol nigérian dans cette lutte contre cette secte djihadiste qui se réclame de l'État islamique, la mission des forces de défense camerounaises se limite à la protection de l'intégrité du territoire national. Une tâche dont elles s'acquittent avec bravoure selon les autorités. Nos compatriotes doivent être fiers de leur armée, qui à ce jour s'est défendue valablement, a défendu, n'est-ce pas, notre territoire et n'a concédé aucun millimètre carré à l'ennemi. La guerre continue, c'est vrai. La menace est encore là. Mais en exécution des hautes directives de M. le Président de la République, les forces de défense sont engagées à aller jusqu'au bout. Le 12 juillet dernier, Boko Haram a perpétré ses 2 premiers attentats suicides en terre camerounaise. Ces attaques, qui ont fait 13 morts au marché de Fotokol dans la région de l'extrême nord, marquent un changement de mode opératoire de la part de la bande à Chekaou. Nous devons cultiver la vigilance. Nous devons... et vous voyez que la menace a changé de forme. Nous en sommes maintenant à la commission d'actes terroristes de type kamikaze. Chaque Camerounais doit être vigilant et, le moment venu, signaler les comportements suspects. Et de cette manière, nous sommes sûrs que nous allons vaincre définitivement le groupe terroriste Boko Haram. Afin d'offrir des obsèques dignes à ces soldats tombés au front, le chef de l'État a octroyé 20 millions de francs CFA à ces 6 familles, soit 4 millions pour chacune des familles des 2 sous-officiers et 3 millions pour celles des militaires de rang. Avec ces 6 corps, les pertes dans les rangs de l'armée camerounaise s'élèvent désormais depuis le début du conflit à 70 morts. Dans le reste de l'actualité, la campagne électorale pour les élections communales du 31 juillet 2015 est officiellement lancée. À Madagascar, 7321 candidats, dont 443 femmes, se disputeront les postes de maire de 1693 communes. Ces élections sont un premier test pour le pouvoir après 1 an et demi à la tête du pays. À noter la candidature de Lalao Ravalman, l'épouse de l'ancien président à la mairie de la capitale Antananarive. Au Rwanda, sénateurs et députés se sont prononcés le 14 juillet 2015 en faveur d'une réforme constitutionnelle, ouvrant ainsi la voie à un 3e mandat du président Paul Kagame, un lourd revers pour le Parti démocratique vert. Explication avec Lise Elsie Akizimana. C'est une première victoire pour le parti au pouvoir au Rwanda, mais une grande déception pour l'opposition qui est contre le 3e mandat du président Paul Kagame.
Mardi 14 juillet, le Parlement a voté à l'unanimité son soutien à la pétition signée par environ 4 millions de Rwandais. Une pétition qui plaide en faveur de la modification de l'article 101 de la Constitution, limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ce qui permettra à l'actuel président Kagame de se représenter à l'élection présidentielle de 2017. 3,7 millions de Rwandais issus de différents milieux sociaux et régions du pays ont parlé. Nous sommes ici leurs représentants et n'avons d'autre choix que d'écouter leurs souhaits. Du côté de l'opposition, c'est la grande déception. Le Parti démocratique vert du Rwanda est la seule formation politique qui se prononce contre un 3e mandat du président Kagame. Le PDG-PR avait même déposé une plainte au niveau de la Cour suprême pour empêcher toute révision de la Constitution. On avait porté une plainte à la Cour suprême pour arrêter le Parlement de ne pas valider les pétitions de la population. Par l'article 193, on peut modifier l'article 101 pour donner la chance au président de la République de continuer dans le 3e mandat. Alors pour nous, on disait que ce n'est pas la vérité parce que l'article 193 peut seulement changer la longueur du mandat. À partir de 7 ans, ça peut être changé à 5 ans ou bien à 10 ans, mais pas les 2 mandats pour aller à la 3e mandat. Des amendements de la Constitution devront encore être votés. Une nouvelle Constitution sera ensuite soumise à la population à travers un référendum. Porté par son parti, le FPR, Front patriotique rwandais, Paul Kagame, qui est considéré comme l'homme fort du Rwanda depuis la fin du génocide en 1994, a été élu chef de l'État en 2003 avec 95% des suffrages, puis réélu en 2010 à 93%. Il souhaite ainsi se représenter en 2017. Coup d'envoi ce samedi 18 juillet de l'opération Africa Grain Challenge, une initiative qui s'inscrit dans le cadre des Jeux africains 2015 à Brazzaville et qui consiste à sensibiliser la population à la sauvegarde de la planète. Il est à cet effet prévu ce samedi la plantation de plus de 3000 arbres à Brazzaville, au cœur du bassin du Congo, 2e poumon de la planète, en présence de nombreuses personnalités sportives et culturelles. Culture, justement, le musée du textile égyptien a réouvert ses portes ce 15 juillet 2015. Un soulagement pour les autorités, mais également pour les visiteurs. Il faut dire que ce joyau de la capitale égyptienne est l'une des principales attractions touristiques du pays. Deogracias Podo. D'un coût estimé à plus d'1 million de dollars, la restauration du musée du textile du Caire est enfin achevée. Durant les 3 mois de fermeture pour cause de travaux, ce joyau de la capitale égyptienne a été entièrement réparé avec notamment des changements opérés au niveau du sol, des murs ou encore de l'éclairage. Avant les travaux et la réouverture, le 15 juillet 2015, l'humidité avait entraîné des fissures graves qui risquaient de détruire ce patrimoine culturel, l'une des attractions du pays. Il y a des textiles égyptiens datant de l'ère des grands pharaons, de l'époque romaine, tout comme on y trouve des textiles coptes et islamiques. Ainsi donc, ce musée est l'un des symboles de l'Égypte et de sa civilisation. Il y a également une section consacrée aux outils qui étaient utilisés dans la fabrication des différents textiles. Et si vous les regardez bien, vous verrez que ce sont les mêmes outils qui étaient utilisés au cours de l'époque des pharaons. La civilisation égyptienne est la plus ancienne et à tous les niveaux. Aujourd'hui, il n'existe aucun exemple de civilisation, de culture ou même de sport qui n'a pas de racines égyptiennes. Au cours des travaux de restauration, les différents niveaux de sécurité ont également été revus et renforcés, que ce soit en matière de protection des visiteurs ou même celle de la prévention et de la gestion d'incendies. En outre, à l'ouverture du musée, une centaine d'artefacts restaurés ont été célébrés et beaucoup reste encore à faire selon les autorités égyptiennes déterminées à conserver et restaurer les sites historiques et centres culturels de leur pays. De quoi susciter l'intérêt des visiteurs, notamment les touristes. Je fréquentais régulièrement cette rue, en particulier le musée du textile qui est resté fermé pendant 3 mois. Je suis venue aujourd'hui par curiosité pour voir les travaux qui ont été effectués ici. Je remarque qu'il y a beaucoup de changements, y compris au niveau du plancher et de l'éclairage. L'accent a été également mis sur d'autres éléments importants. C'est plutôt une bonne chose. En Égypte, le textile représente une véritable richesse nationale. Si au musée, ce sont des tissus plus anciens qui sont aujourd'hui exposés, en dehors de ce cadre, c'est une vaste activité qui se développe avec près de 2 millions d'acteurs, soit 20% de la population active. Ce musée inauguré devrait également participer aux recettes générées par le tourisme, un secteur qui représente près de 10% du PIB et fait vivre directement pas moins de 3 millions de personnes.
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.